Au sommaire, un nouveau drame de l'immigration irrégulière. 3 jeunes ont péri en mer. Ils étaient tous de Karang. Témoignage de leur famille dans ce journal. Dans l'affaire de l'exhumation d'un corps au cimetière de Léono Niassène, 13 personnes déjà arrêtées. Les 2 cerveaux présumés de l'opération toujours en fuite. Ce 2 novembre, journée mondiale pour mettre fin à l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Les élections, période à haut risque pour la sécurité des professionnels des médias. L'UNESCO alerte. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la vague d'émigration irrégulière vers l'Europe. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. 3 jeunes de Karang ont donc péri en mer dans le cadre d'une tentative d'émigration irrégulière. Ils étaient tous dans la même pirogue. Consternation et désespoir. Témoignage de leur famille dans cette correspondance signée Aminata Koudjabi. Idrissa, Ousseinou, Sana, 3 jeunes, tous la vingtaine, ont eu une fin triste. À Karang, la nouvelle de leur décès a affligé tout le monde. Ibrahim Diop, maire de Karang Poste. Nous sommes réveillés aujourd'hui avec beaucoup de tristesse en apprenant les décès de ces jeunes-là qui partaient en Europe par voie maritime. Et toute la commune de Karang Poste est dans l'émoi et dans la tristesse. Dans leurs familles respectives, c'est la tristesse et le désespoir. Les circonstances de la mort de ces jeunes sont insoutenables, d'après le récit du frère de l'une des victimes, Ibrahim Diallo. Moi, je suis le petit frère d'Idrissa. Ils sont partis le 18 octobre dernier. Mais selon les informations qu'on a eues, la pirogue qui les transportait était en panne d'essence. Ils n'avaient plus de nourriture avec eux. Mon grand frère, lui, on nous a dit qu'il est décédé jeudi passé. Karang Poste, comme d'autres localités de la région de Fatick, est fortement touchée par l'immigration clandestine. L'État a fait des efforts pour maintenir les jeunes au pays selon le maire de Karang, mais il y a urgence à remédier à cette recrudescence de départ des jeunes vers l'Espagne dans ces conditions dangereuses. Il faut se rappeler qu'il y a quelques mois de cela, des jeunes de la commune avaient perdu la vie dans les mêmes circonstances. Le problème de l'emploi est d'autant plus sérieux qu'il faut vraiment que des mesures soient prises pour pallier à ce départ massif des jeunes clandestinement vers l'Europe. Ici à Karang, la principale occupation des jeunes, c'est les taxis Jakartaman. Et en ce moment, le secteur est très saturé, d'où ces départs vers l'Europe. Les 3 jeunes décédés sur le chemin de l'Espagne représentaient un espoir pour leur famille. Ils étaient menuisiers, élèves ou encore étudiants. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Nous nous sommes également rendus au domicile d'une autre victime de l'immigration clandestine, Papito Kara. Lui aussi est décédé en mer. À suivre le reportage de notre correspondant à Mbaké, Papa Balagay, dans la deuxième partie de ce journal. Allons à Kaolack avec cette série d'arrestations dans l'affaire de l'exhumation d'un corps d'un présumé homosexuel. 13 personnes ont déjà été interpellées. Les 2 cerveaux présumés de l'affaire ont pris la fuite. Fatou Mbow. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées dans l'affaire du présumé homosexuel exhumé puis brûlé en pleine rue à Léono Niassène. Selon des informations de certains de nos confrères, 13 individus sont pour l'instant mis aux arrêts, dont 6 ont avoué avoir participé à l'incinération de la dépouille du présumé homosexuel la nuit du vendredi dernier. Les 2 présumés cerveaux de la bande ont d'ailleurs pris la fuite en traversant la frontière. L'un est présentement en Gambie et l'autre au Mali, signale-t-on. Pour rappel, les faits se sont déroulés tard dans la nuit du 27 novembre à Léono Niassène, ce qui a précipité l'ouverture d'une enquête par le procureur de la République près le tribunal de grande instance. De Kaolack, Fatou Kaolack, Radio Futur Média. Procès ce jeudi 2 novembre de Falla Fleur, de son vrai nom Ndeye Fatou Fall, qui a traité à la barre. Poursuivi pour divulgation illégale de correspondance dénigrant l'administration pénitentiaire. En détention depuis le mois de juin dernier, la militante de l'ex-PASTEF a été condamnée il y a quelques jours à 3 mois de prison ferme pour délit de provocation à un attroupement par la chambre correctionnelle de Dakar, peine qu'elle a fini de purger. Elle a été arrêtée par la suite pour le nouveau délit que je viens d'évoquer. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Inauguration ce matin de l'état-major de la gendarmerie nationale quartier Samba Diéry Diallo de Colobane,
4 chaînes fonctionnelles sont désormais logées là-bas. Il s'agit des ressources humaines, des opérations, la logistique et l'anticipation. Ainsi, plus de 400 familles seront logées dans les cantonnements de Sambadjiri Diallo de Frontière. Par ailleurs, 16 escadrons de la LGI seront également pris en charge par la nouvelle structure. Le général Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie, ce matin, à cette cérémonie d'inauguration. L'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, que vous nous faites l'insigne honneur d'inaugurer ce matin, s'articule autour de 4 chaînes fonctionnelles. Les ressources humaines, les opérations, la logistique et l'anticipation prévention. Il s'inscrit dans le vaste plan de modernisation des infrastructures et d'augmentation des capacités d'accueil. Cet ambitieux programme d'infrastructure vise un triple objectif. Accroître la disponibilité opérationnelle de nos formations, offrir un meilleur cadre de travail au personnel, mais surtout permettre aux militaires et à leurs familles de s'épanouir dans un environnement décent. Les grands chantiers dont vous allez visiter un échantillon tout à l'heure ont radicalement changé le visage de nos casernes. Ils permettront de loger plus de 400 familles dans les cantonnements de Sambadjiri Diallo, de Front de Terre, ainsi que 16 escadrons de la LGI à la caserne Walifay à Mbao. Parallèlement, des efforts constants sont faits par la coopération d'habitat de la gendarmerie pour faciliter l'accès des personnels ainsi que des autres corps de l'administration au logement social. Quant au président Macky Sall, il a rendu un hommage vibrant aux hommes et femmes de l'armée. Pour lui, il faut la préserver, cette armée, et la renforcer pour qu'elle puisse faire face aux nombreux défis de sécurité auxquels notre pays est confronté. Macky Sall, que je vous propose d'entendre. Que les hommes et femmes de nos forces de défense et de sécurité, en choisissant le métier des armes, ont fait don de soi pour être les sentinelles vigilantes de l'intégrité territoriale, du maintien de l'ordre public et de la défense des institutions de la République dans le respect de la loi et sous le commandement de l'autorité civile. L'intégrité territoriale, la paix et la sécurité sont les conditions sine qua non de la quiétude des citoyens et de la stabilité nationale. En participant à leur préservation, nos forces de défense et de sécurité contribuent à la sauvegarde des fondements de l'État, de la nation et de la République. C'est ce qui nous rassemble et nous protège. D'autre part, vous l'avez rappelé en général, nous vivons au quotidien la montée des périls. Le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie maritime, la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire, la cybercriminalité, les réseaux d'immigration clandestine et j'en passe. S'y ajoute le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux, nouvelle forme de perturbation de l'ordre public et de déstabilisation nationale. Face à tous ces périls, la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité s'impose en permanence. Elle doit être vigoureuse pour garder la prédominance sur les défis et agile pour s'adapter à toutes les circonstances. À 12h09, venons-en maintenant à la tournée du Premier ministre à Mbour. Amadou Ba a rencontré les acteurs du tourisme et de la pêche, 2 secteurs stratégiques dans l'économie du département. Pour la pêche, les acteurs des assises, et pour le tourisme, le plaidoyer a été engagé pour la réouverture de tous les hôtels fermés. Ndeye Matidia. ñoo frigo yi nga xam ne président jëndal na ko mareyeur yi ñu war a toppatoo deuxième tranche pour jox ko mareyeur yi monsieur le premier ministre loolu ñu ngi lay ñaan ñu taxaw ci nu mu gën a gaawee. C'est-à-dire aujourd'hui tout l'environnement touristique sont tous des pauvres. La première est une doléance des pêcheurs et la seconde une préoccupation des acteurs du tourisme. Il s'adresse au Premier ministre Amadou Ba. Omar Nia, président du quai de pêche de Mbour, poursuit. Nous sollicitons des assises nationales de la pêche pour mettre en place un programme de restauration des ressources halieutiques. Nous sollicitons aussi un programme spécial de réhabilitation pour mieux faire face aux défis de préserver
après l'agrément du Sénégal. Boubacar Sabali parle au nom des acteurs du tourisme. Il se dit préoccupé par la fermeture de certains hôtels de la Petite Côte et demande au gouvernement de faire un effort pour leur réouverture. L'Espadon Club, le domaine de Nianing, le club Adjala, Saren Beach et Samba Beach. Tous ces hôtels, monsieur le Premier ministre, ont fermé et ont mis la clé sous le paillasson. Amadouba s'engage à apporter des solutions aux problèmes de ces deux secteurs stratégiques du département d'Umboura. Savana faisait la fierté il y a quelques années. Mais c'est un dossier qui est suivi par le ministère de la Justice. Lors de cette rencontre avec les acteurs de la pêche et du tourisme, il a été relevé un manque de financement. Daimati Djenbourg, Radio Futur Média. Unité 14 des parcelles assainies de Keur Massar Nord. Les commerçants du marché sont en désaccord avec les autorités communales. Ils désapprouvent l'idée du maire qui veut réhabiliter le marché impacté par les inondations. Les commerçants n'en veulent pas. Et par contre, ils demandent au maire de les laisser construire eux-mêmes leur cantine. Aminataba. Les commerçants du marché de l'unité 14 des parcelles assainies de Keur Massar Nord disent niet à la réfection de leur lieu de commerce annoncé encore par le maire Adama Sarr. Le motif de leur opposition s'explique par le fait qu'en 2012, le même projet a été ficelé à la suite de fortes inondations qui ont endommagé le marché, mais rien n'a été fait. Et Gloussen est leur délégué de quartier. Le maire Adama Sarr veut réfectionner le marché et c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter. Les entrepreneurs ne respectent pas leurs engagements. Ils vont nous demander beaucoup d'argent. En plus, le maire prévoit de déguerpir les commerçants. En 2012, les autorités locales avaient pris l'engagement de réfectionner le marché. Mais 11 ans après, les travaux n'ont toujours pas abouti. Les commerçants souhaitent prendre en charge eux-mêmes ce projet où chacun va construire sa cantine. Nous voulons qu'ils nous laissent travailler. Aujourd'hui, nous pouvons rester sans payer les taxes municipales. Regardez ces femmes. Elles ne vendent même pas 5 000 francs par jour. Et pour réfectionner le marché, il faut plus d'1 milliard de francs CFA. Le coût des cantines sera élevé. Chacun a les moyens de construire son propre magasin. Depuis 2005, à chaque hivernage, le marché de l'unité 14 des parcelles assainies de Keur Massar Nord est endommagé par des eaux de pluie. Ces commerçants disent avoir dépensé plus de 40 millions de francs CFA pour pouvoir rester sur les lieux. Aminataba, Keur Massar, Radio Futur Média. À Boussolel, localité située dans le département de Mbirkilane, les populations en veulent à leurs autorités locales qui, à leurs yeux, ont abandonné leur village alors que tout est priorité sur place. Elles ont donc organisé un rassemblement pour alerter. Ndeya Wabey. Un lycée digne de son nom, une ambulance, de l'électricité, des routes praticables, tels sont les principaux problèmes qui hantent le sommeil de ces jeunes de Boussolel. Il y a eu des cas de vol, il y a eu des cas de violence, d'insécurité qui ont été enregistrés ici, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Boussolel et ses alentours a besoin d'électricité, Boussolel a besoin d'un centre de proximité, Boussolel a besoin d'une route qui va desservir les autres villages et qui va lui permettre de communiquer et de faire son commerce et son transport avec les autres unités de la zone. Nous avons un poste qui englobe plus d'une dizaine de villages. Il y a une seule ambulance qui sert presque toute la commune. Quand il y a 3 urgences, il y a une urgence qui risque d'être laissée en rade. Une situation qui favorise l'insécurité et la déperdition scolaire. La route, il y a beaucoup de dangers qui guettent nos jeunes filles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la déperdition scolaire causée par les conditions d'études au niveau de Birkelane et au niveau de Toubambella. Arborant tous des brassards rouges, ils exigent avoir de l'électricité ici à Boussolel. Nous avons besoin d'un système de sécurité qui va permettre à nos enfants de rester au village, d'étudier au village et de réussir au village. Ces jeunes de Boussolel ont décidé de boycotter la collecte de parrainage, de même que l'élection présidentielle si l'État du Sénégal continue de faire la sourde oreille. Nous sommes là, nous croisons les bras et nous attendons Macky Sall Amadouba. Kafrin Day Awobey, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Ce 2 novembre, journée mondiale pour mettre fin à l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Un rapport de l'UNESCO publié ce matin fait état d'au moins 13 journalistes tués depuis 2015 en période électorale. En plus, plus de 700 professionnels des médias ont été agressés. Les forces de défense et de sécurité sont les principaux responsables de ces violences. L'UNESCO alerte surtout que 2024 sera une année particulièrement électorale. Anna Rocha.
Les chiffres sont particulièrement alarmants. Depuis 2015, au moins 13 journalistes ont été tués lors de couvertures de manifestations, d'émeutes ou encore lors de protestations recensées dans plus de 100 pays. Et la situation ne s'est pas améliorée les années qui ont suivi. Selon le rapport de l'UNESCO, entre janvier 2019 et juin 2022, au moins 759 journalistes et professionnels des médias ont été agressés en période électorale dans le cadre d'élections organisées à travers 70 pays du monde. À cela s'ajoutent ceux qui ont été détenus arbitrairement, ceux qui ont fait l'objet de menaces ou d'intimidation ou tout simplement ceux qui ont été gênés dans leur travail. L'UNESCO ajoute que 42% des journalistes agressés en période électorale l'ont été par des agents chargés du maintien de l'ordre, parmi eux 218 femmes. Au cours de la même période, 129 médias ont fait l'objet d'attaques allant des menaces à la censure, en passant par des suspensions ou encore des fermetures forcées. Par ailleurs, des dizaines de journalistes ont été blessés avec des balles en caoutchouc ou des balles de poivre et de nombreux autres ont été arrêtés ou battus. L'UNESCO rappelle que la fin de l'année 2020 a été marquée par des élections très sensibles, par exemple, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine. C'est d'ailleurs à la suite de ces élections que plusieurs institutions ont reconnu la nécessité d'instituer des mécanismes de confiance entre les professionnels des médias et les forces de l'ordre. Et puis vous le savez, le Sénégal est à 4 mois d'une élection présidentielle. Le directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières explique que le Sénégal n'est pas à l'abri de ces abus. Plusieurs journalistes, avaient été répertoriés ces abus. En tout cas, plusieurs d'entre eux avaient été répertoriés en 2018, sans compter les cas d'intimidation ces dernières années. Voici Sadibou Marong, interrogé par Anna Rocha. Effectivement, les contextes électoraux charrient beaucoup de violations et d'atteintes, et d'abus même contre la sécurité des journalistes. Pour le cas du Sénégal, c'est assez inquiétant comparé par exemple à 2012 où il y avait au moins une douzaine de cas répertoriés de violences contre des journalistes, et cela pourrait être un peu le fait des services de sécurité, mais aussi des acteurs politiques de tous bords. Entre fin 2022 et fin juin 2023, il y a eu 18 cas d'intimidation, de violence relatives à la sécurité des journalistes et des coupures de signaux, même les suspensions d'accès à Internet via les données mobiles aussi font partie de ces violations, parce que les journalistes utilisent cela, notamment ceux qui travaillent en ligne, pour pouvoir travailler. Donc on remarque d'une manière générale que l'après-campagne pour les législatives en 2022 était particulièrement difficile pour les journalistes et les médias, et toute la période également qui a suivi jusqu'à la fin du mois de juin 2023 également était suivie par charrier quand même un certain nombre de violences et de violations des droits des journalistes, de la liberté d'informer et de la liberté d'information, avec les suspensions des médias, les arrestations de journalistes aussi. C'est quand même, ça a été quelque chose d'assez rare au Sénégal, mais qu'on a vu refaire surface ces dernières années. Retour sur le procès Ndeye Fatou Fall, alias Falafleur. Le procureur a requis 6 mois, dont 3 mois fermes. Le procès se poursuit au tribunal de Dakar. La militante de l'ex-parti PASTEF est poursuivie, je le rappelle, pour divulgation illégale de correspondances dénigrant l'administration pénitentiaire. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Nigeria, des dizaines de morts dans une attaque attribuée à Boko Haram dans l'état de Yobe. Au moins 40 personnes tuées selon Reuters qui cite la police. C'est entre lundi et mardi sur la Tiam. L'attaque s'est produite lundi vers 19h30 GMT dans le village de Gouro Kayeya, gouvernement local de Gaïdam, dans l'est de Yobe, a déclaré le porte-parole de la police de l'État. Il a déclaré que des hommes armés avaient ouvert le feu sur des villageois, tuant au moins 17 personnes, et que mardi, une mine terrestre avait explosé, tuant au moins 20 villageois qui revenaient d'avoir enterré les victimes de l'attaque précédente. Le groupe islamiste a tué et enlevé des villageois dans l'État de Borno, un foyer de militantisme
qui a été l'épicentre d'une guerre de 14 ans contre l'insurrection au Nigeria. Lawan Ahmed, un habitant, a déclaré à Reuters que les militants avaient tiré sporadiquement sur des villageois à moto, tuant environ 18 personnes lundi dernier. Lawan Ahmed a ajouté que les mêmes insurgés ont tenté mardi d'éliminer ceux qui s'étaient rendus à l'enterrement lundi, tuant plus de 20 personnes. Aujourd'hui, Souleymane, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Vous l'avez d'ailleurs évoqué, journée instituée par l'ONU en hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tous deux assassinés au Mali il y a 10 ans. Au Mali, justement, plusieurs journalistes ont disparu il y a des années. Le président de la Maison de la Presse déplore les lenteurs notées dans les enquêtes. Bandjougou Dante au micro de Zanga Abdoulaye Ouattara. Ça me rappelle effectivement le cas Birama. Depuis déjà plusieurs années, les enquêtes sont ouvertes, un procès n'a jamais eu lieu. Les journalistes maliens font face à beaucoup de difficultés. Nous sommes dans un pays qui connaît une crise multidimensionnelle. L'exercice du métier de journaliste devient difficile. Il y a des menaces aussi. Cette loi sur la cybercriminalité, quand c'est appliqué à une personne, on ne tient pas compte de son statut de journaliste. Et c'est une loi au contour sévère et c'est très compliqué. La Maison de la Presse fait le lobbying, le plaidoyer nécessaire, appelle surtout les journalistes à la responsabilité et au professionnalisme, qui sont les premiers garants contre les menaces. Le Rwanda qui accueille depuis hier le sommet mondial du voyage et du tourisme, c'est la première fois que cet événement se tient sur le continent africain. Ce 23e sommet met en avant ce secteur crucial pour l'économie du continent. Au total, plus de 1000 participants sont à Kigali, des représentants venant de 45 pays différents. Le sommet prend fin demain vendredi. Et puis la guerre au Proche-Orient, l'Égypte va aider à l'évacuation d'environ 7000 étrangers et binationaux de la bande de Gaza. Une évacuation via le poste de Rafah. 100 voyageurs de nationalité étrangère ont franchi le terminal de Rafah ce jeudi sur un total de 400 personnes et 60 blessés inscrits pour partir dans la journée. Hier, le président américain Joe Biden a appelé à une pause dans les combats. Selon Médecins sans frontières, 20 000 blessés se trouvent toujours dans la bande de Gaza malgré les premières évacuations vers l'Égypte. Hier, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que 9 061 personnes, dont 3 760 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël. Et pour terminer, la Russie qui sort du traité interdisant les essais nucléaires. Le président Vladimir Poutine a signé ce jeudi la loi sur la révocation de la ratification du dit traité d'interdiction complète des essais nucléaires qui a été ouvert à la signature en 1996, mais il n'est jamais entré en vigueur. Il n'a pas été ratifié par un nombre suffisant d'États parmi les 44 pays qui détenaient des installations nucléaire au moment de sa création. Merci Jean-Jules Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la vague d'émigration irrégulière vers l'Europe et nous serons avec nos deux intervenants du jour. Abdoulaye Ngom, enseignant-chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, spécialiste des questions migratoires, et Marie-Louise Ndiaye, journaliste également spécialiste des questions migratoires. RFM Sport. Venons-en maintenant à l'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. Lutte avec frappe, la couronne de roi des arènes en jeu. D'où la forte mobilisation de Pékin derrière Ama Baldé à moins de 48 heures de son combat avec contre le roi des arènes. Pékin sonne la grande mobilisation dans le quartier où vit Ama Baldé. Les supporters sont à pied d'œuvre pour sonner une très grande mobilisation et porter leur lutteur à la victoire. Ndongoka. Au fur et à mesure que le jour fatidique approche, l'effervescence va crescendo aux alentours du domicile de Ama Baldé. Sans pression. Sur place, les percussionnistes donnent déjà le ton.
Les supporters ont investi le quartier Cité Police de Pikine depuis des jours, tous derrière le fils de Falaye Baldé pour aller à la conquête du titre de roi des arènes dimanche prochain. Nous y sommes presque et le jour J, Ama va prouver que son heure a sonné. C'est un grand événement qui verra Ama s'adjuger la couronne. Mais Ama va faire face à un adversaire coriace. Il doit venir à bout de Modou Lo pour mettre la main sur la couronne tant convoitée. Pour ses souteneurs, le succès sera au rendez-vous. Nous n'avons pas peur de Modou Lo. En tout cas, ça ne sera pas facile pour lui. La forme physique et la confiance affichées par Ama Baldé au stade Alassane Djigo lors de son open press sont une motivation de plus pour ses supporters. Ils avertissent le roc des Parcelles Assainies qui, selon eux, a du pain sur la planche. Ama Baldé est serein et puis il est en pleine forme, machallah. On est plus que rassuré parce qu'Ama Baldé est un lutteur qui ne recule pas. Il n'a pas peur, il ne calcule personne. C'est un lutteur qui va de l'avant et puis il a la confiance en soi-même. Donc nous sommes derrière lui. Ama Baldé Modou Lo au rendez-vous explosif ce dimanche à l'arène nationale. Le camp du lutteur pikinois promet l'enfer au chef de file de l'écurie Rock Énergie. Le challenger du roi des arènes respire la forme et garde une grande confiance, lui et ceux de son camp. Sodecham a interrogé les spécialistes de la lutte sur cette forme étincelante du fils de Falaye. Prochain adversaire du roi des arènes, Ama Baldé, est très attendu ce dimanche face à Modou Lo. Le journaliste de Sunlombe, qui a assisté à l'open press du lutteur de Pikine, estime que le fils de Falaye Baldé est en forme. Abdoulaye Dembélé. On a remarqué qu'il a baissé de volume et se présente sans graisse évidemment. Cela lui permet d'être mobile, endurant et puissant. L'autre remarque, c'est qu'on a vu un Ama Baldé qui a le mental au beau fixe. Physiquement, il est au top. Il a conservé son poids de forme dans ce combat-là pour pouvoir être beaucoup plus mobile et beaucoup plus vivace par rapport à l'adversaire qui n'est pas un lourd mais qui est toujours maître de ses mouvements. Donc Ama Baldé est un fils de lutteur, il n'a jamais fait l'école française et n'a pas connu un autre métier. La lutte est son seul choix de vie. Donc cela veut dire qu'il a des compétences techniques et physiques pour pouvoir détrôner Modou Lo. Un combat où les deux protagonistes ont déjà annoncé les couleurs. Donc, on peut s'attendre à un derby entre Pikine et les Parcelles Assainies, selon Abdoulaye Dembélé. Ama Baldé s'est entouré de ses grands frères, notamment Jules Baldé et Pathé Baldé, mais également ses autres entraîneurs comme Korsi Fallou et Korsi Yves Bey, qui l'a toujours encadré depuis son premier combat dans la lutte jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un combat qui polarise toutes les attentions. Il ne part pas favori de ce combat, mais il a le potentiel nécessaire pour pouvoir créer la surprise. Ficelé il y a 4 ans, le combat royal va enfin donner son verdict à l'arène nationale, qui sera une découverte pour les deux lutteurs. Football, la Sonacos cherche le chemin de la victoire. Après une première défaite lors de l'ouverture de la saison devant Dakar Sacré-Cœur 2-0, les Huiliers veulent redresser la barre et se remettre sur le droit chemin pour éviter des complications plus tard en championnat. Ali Matossar. Entamer la saison par une défaite, ce que Dame Fadel regrette. On a tombé sur une équipe meilleure que nous dans tous les domaines. Une victoire logique et vraiment méritée. Mais cette défaite peut s'expliquer par le fait que l'équipe joue hors de sa base affective et a perdu certains joueurs. L'équipe reçoit à Thiès, voilà. L'équipe aussi qui perd ses cadres. Parce que la Sonacos actuellement joue sans son gardien titulaire. La Sonacos joue sans ses cadres l'année passée. Les frères Wall et ainsi de suite, 16 de ses titulaires. Pour Thierno Django, jouer à l'extérieur a fait reléguer cette équipe en 2e division pendant de nombreuses années. Sonacos a déjà connu cette situation pendant des années non sans conséquences fâcheuses, car exilé à Kaolack va connaître la descente aux enfers avec comme résultat une relégation en 2e division. Cette année encore, la Sonacos va emprunter le chemin de l'exil. L'équipe va devoir encore évoluer loin de sa base affective et de son public. Selon les Diourbellois, les supporters doivent se mobiliser davantage lors des matchs pour pousser l'équipe de la Sonacos vers la victoire. Alimatou Sarah Diourbel, Radio Futur Média. Voilà Suleiman, c'est tout pour les Actus Sport. Merci Malal Junior Diagne. RFM, reportage. Je vous l'annoncer en première partie de cette édition. Notre correspondant à Mbaké, Papa Balagay, s'est rendu au domicile familial au quartier Serhaoug de Papito Kara, autre victime de l'immigration irrégulière. Il est décédé en mer. Sa famille établie à Touba
est dans la consternation. Papito Kara, jeune militant de l'ex-parti PASTEF, décrit comme un homme sociable et responsable. Ses proches estiment qu'en s'engageant dans l'immigration irrégulière, Papito Kara a voulu fuir la persécution dont il faisait l'objet depuis son incarcération. Voici le reportage. La famille de Pape Ibrahima Gueye dit Papito Kara inconsolable depuis l'annonce de son décès. Frappez-moi trop. Une information qu'ils ont toujours niée. Après les premières rumeurs, c'est le capitaine de la pirogue qui a finalement confirmé le décès, selon son grand frère. C'est le capitaine qui a appelé pour nous informer. C'est une chose qui a surpris tout le monde. Il nous a dit qu'il est décédé dans ses bras. Il était à l'agonie entre 18h et 7h du matin. Dans la consternation, le seul regret de sa grande sœur, c'est de ne pas voir sa tombe à Touba, Dialguey. Ce qui nous fait mal, c'est que son corps restera introuvable. On aurait aimé qu'il soit enterré à Touba afin qu'on puisse prier pour lui. Ambitieux et travailleur, Papito était aimé de tous et il a voulu fuir les persécutions dont il faisait l'objet. Il était persécuté, il n'avait nulle part où aller. Depuis la Tabaski, il était là. C'est le mois dernier qu'il est sorti pour aller à Dakar et revenir. Mais malheureusement, il faisait ses adieux. Marié et sans enfant, Papito Kara, âgé de plus d'une vingtaine d'années, a lutté pour la liberté toute sa vie durant, selon ses proches et amis, qui s'activent à célébrer son deuil au quartier Sekhaouga de Touba. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. La revue de presse avec Georges Didier Diop. Série d'arrestations dans l'affaire de la dépouille d'un présumé homosexuel exhumé et brûlé à Léona Niassène à Kaolack. L'observateur informe que les 7 meneurs sont mis aux arrêts et l'auteur du coup de fil qui a mis le feu aux poudres identifié. Mon confrère ajoute que le cerveau, membre d'une grande famille religieuse à Kaolack, est localisé en Gambie et Interpol est à ses trousses, ce que confirme Tribune qui fait état de 11 arrestations. Selon le journal, 2 cerveaux sont en fuite en Gambie et au Mali. Hors du Sénégal, en Espagne plus précisément, Wolf Quotidien rapporte que l'on s'achemine vers un rapatriement massif des migrants. Un rapatriement qui a déjà commencé si l'on se fie à Source A. Selon le confrère, le premier vol a débarqué le 24 octobre dernier avec à son bord 30 migrants et l'Espagne annonce que d'autres vols vont suivre. Source A ajoute que le 16 octobre, le gouvernement espagnol a annoncé l'envoi d'un avion pour une durée d'1 mois et demi qui va coopérer avec les autorités du Sénégal et de la Mauritanie pour stopper les départs de migrants. S'y ajoute le déploiement au Sénégal d'une 60aine de militaires, de 5 bateaux et d'un hélicoptère. Le Sénégal qui compte 18 032 473 habitants. Le chiffre barre la une du journal Vox Populi qui fait état d'un basculement spectaculaire. Le sexe fort, c'est-à-dire les hommes, dominent les femmes qui ont perdu la supériorité numérique. Ce que relève aussi le quotidien qui parle de mal dominant. Les confrères rapportent également que Mbacké, département le plus peuplé, devance Dakar. Un problème cependant aux yeux de Vox Populi, les noms recensés enflent la polémique, mais le directeur des statistiques démographiques et sociales rassure. Selon Atoumane Fall, toutes les personnes n'ayant pas été recensées sont estimées et reversées dans la population. Un directeur général qui alimente une polémique, le directeur général des élections. C'est à propos de la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales après l'injonction de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui demande de remettre à Ousmane Sonko ses fiches de collecte de parrainage. La DGE s'y oppose. Pour Tiendela Fall, la direction générale des élections n'a pas compétence pour mener une quelconque action sur le fichier électoral. Ce qui fait dire à Enquête que la DGE file implicitement la patate chaude à la DAF. Pour Le Témoin, la DGE fait de la résistance alors que l'AS affirme que la DGE refuse de céder. Sud Quotidien renchérit que la DGE défie la Sénat. Sud, qui donne la parole à des experts électoraux, Waldio Ndiaye, confie qu'il est logique et normal que la Sénat se substitue à la direction générale des élections. Ndiaga Sila, lui, soutient qu'il est
triste quand notre administration électorale joue au dilatoire dans l'espoir d'une décision de la Cour suprême qui justifierait son acte illégal. Pour Aluntine d'Africa Diom Center, c'est une volonté d'exclure coûte que coûte Ousmane Sonko. Aluntine qui confie dans le journal L'Info que le directeur général des élections est disqualifié par son attitude qui consiste à refuser délibérément les décisions des organes de régulation des élections. Il ajoute que si les normes juridiques et les décisions des institutions de régulation des élections ne sont pas respectées par l'administration, cela met en risque la régularité et la transparence du processus électoral. Pendant ce temps, le journal Direct News s'arrête sur la tournée économique du Premier ministre dans la région de Thiès. Amadou Ba était hier à Thiadiaye où Maître Oumarioum lui a réservé un accueil royal. La ville de Thiadiaye, selon le journal, a refusé du monde hier lors de la venue de Amadou Ba. Oumarioum a déclaré que le Premier ministre Amadou Ba est le bon choix pour la continuité du PSE. Donc, il appelle les populations de Thiadiaye à sortir massivement au soir du scrutin pour élire le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar au premier tour. Amadou Ba, lui, dit s'engager pour les écoles, pour la formation, pour les emplois. Les sports, pour terminer, les journaux spécialisés mettent en évidence ce matin les CAF Awards avec la liste des 30 nominés. Record affirme que Sadio et Pape Matar Sarr sont parmi les nominés. À la une du journal Stade, le Sénégal fortement représenté, mais Sadio Mané est sous la menace d'Osimhen. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. La vague d'émigration clandestine ou irrégulière continue de déferler sur les côtes espagnoles, notamment en provenance de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du Sénégal. Nous allons donc revenir sur les derniers développements dans cette affaire pour les analyser. Et pour ce faire, nous sommes avec M. Abdoulaye Ngom, enseignant-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, spécialiste des questions migratoires. M. Ngom, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes également avec Marie-Louise Ndiaye, notre consoeur journaliste, spécialiste également des questions migratoires. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Barthélémy. Alors c'est Souleymane et je signale que vous êtes actuellement à Las Palmas, si je ne m'abuse. Marie-Louise? Oui. Alors je disais que vous étiez en Espagne actuellement, notamment sur les îles Canaries. Effectivement, j'étais dans les îles de Canaries, spécialement à Las Palmas, et voilà, j'ai fait 5 jours là-bas. D'accord. Alors, justement, quelle est la situation sur place? Est-ce que la vague que j'évoquais tout à l'heure s'est calmée un tout petit peu? Est-ce qu'on continue à recevoir des pirogues sur place? Comment le phénomène évolue-t-il d'après ce que vous avez vu? Bon, Barthélémy, ça n'arrête pas, ça continue, parce que le 31 octobre 2023, une autre pirogue de 236 personnes est arrivée, en majorité composée de Sénégalais. Et donc, c'est une situation qui ne s'arrête pas et les autorités espagnoles elles-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe exactement. Ils se demandent ce qui se passe au Sénégal pour que les Sénégalais viennent comme ça en masse. Et d'ailleurs, il y a eu des rapatriements, des retours organisés par le ministre de l'Intérieur et des Africains subsahariens ont été mis dans ont été renvoyés chez eux le 29 octobre passé. Donc c'est une situation très 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 délicate. Et dans les camps de concentration aussi, il y a des Sénégalais qui sont là-bas. Et vous voulez dire camp de rétention? Les gens ils n'ont pas la possibilité de rester plus de 3 mois dans ces camps-là. Et quand ils sont dans ces camps, s'ils n'ont pas de parents ou bien n'ont pas de personnes qui peuvent les accueillir ou qui peuvent venir les prendre, ils sont obligés de sortir au terme de ces 3 mois. Donc s'ils n'ont pas où aller, ils errent dans la rue ou bien ils peuvent entrer dans la délinquance ou dans une sorte de dans une situation d'instabilité. Marie-Louise, peut-être cette question, comment réagissent les... la désillusion. Désolé parce qu'effectivement nous sommes sur WhatsApp et il y a un petit décalage. La question c'était comment la population locale réagit-elle à ce phénomène? En fait,
fait, la population, on peut dire que c'est une population très, très compréhensive, mais le regard commence à changer. Parce que voir, voilà, ces personnes, ces Africains venir en masse comme ça, ça commence à changer le regard des gens et on a même peur que la xénophobie ou le racisme s'installe. Parce qu'actuellement, on est à 29 000 arrivés cette année, en 2023, et ça va bientôt atteindre le chiffre de 2006. De 2006, c'était le boom général, c'était un grand boom en 2006. Et la population, c'est vrai qu'ils sont très accueillants et tout, mais le regard commence à changer. Néanmoins, les autorités espagnoles sont en train de trouver des solutions pour régler ce problème-là, même si cette solution-là est difficile à trouver. N'est-ce pas? Je reviendrai à vous dans un instant, Marie-Louise. En attendant, Abdoulaye Ngom, est-ce qu'on a une meilleure compréhension avec le temps, avec les derniers développements du phénomène, les facteurs explicatifs? Il y a beaucoup de spéculations. On parle de facteurs politiques, persécution, pauvreté, etc. Mais il y a également des éléments qui commencent à émerger. Ce sont des migrants très jeunes, y compris des enfants, des adolescents, et qui se féminisent de plus en plus, y compris avec des femmes qui portent des bébés. Oui, en fait, on a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter. Donc, vous l'avez évoqué tantôt. Donc, l'un des premiers facteurs, quand même, c'est, on le souligne le plus souvent, et ça a été souligné depuis plusieurs années, c'est le chômage des jeunes. Donc, il y a la pauvreté aussi. Il y a le manque de perspectives professionnelles. Il y a cette volonté d'aider les parents, mais l'un des facteurs qui revient le plus souvent quand même, c'est ce sentiment de désespoir qui anime le plus souvent les jeunes, qui n'éprouvent plus le sentiment, voire la nécessité de rester. En fait, c'est comme si, malgré qu'ils aient un emploi, parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que la plupart des gens qui partent, donc ce ne sont pas des gens qui n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un emploi, mais la rémunération qu'ils ont ne leur permet pas de pouvoir subvenir justement au cours de la vie au Sénégal. L'autre aspect aussi que je voulais mettre en évidence, c'est le prix des denrées de première nécessité et le coût de la vie actuellement au Sénégal, qui est extrêmement cher et qui constitue vraiment un facteur de départ vers l'étranger. Mais comment comprenez-vous que 90% des arrivants soient des Sénégalais et d'autres jeunesses, pour ainsi dire, sont confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes défis dans des pays voisins qui ont également un accès à la mer, qui ont certainement, un personnel de pêche aussi qualifié. Mais pourquoi le Sénégal occupe-t-il cette place peu enviée de pays émetteurs le plus important vers l'Espagne et l'Europe plus généralement? Oui, l'un des premiers aspects, à mon avis, il me semble que les zones de départ, en l'occurrence Kafountine, Mbour, Saint-Louis, etc., et moi, à mon avis, il me semble qu'il y a eu un peu un délaissement du point de vue de la surveillance des côtes. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect aussi, c'est du point de vue du démantèlement, justement, du réseau, des réseaux qui organisent ces voyages. Donc, parce qu'il me semble qu'il y a eu un temps quand même où l'État sénégalais faisait d'énormes efforts pour pouvoir repérer à la fois les capitaines de pirogue, les promoteurs de voyages, histoire de remonter un peu au niveau de la chaîne. Mais ces temps-ci, quand même, on observe qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Et, à mon avis, c'est dû un peu au fait, au délaissement, en fait, de la surveillance au niveau des côtes. Ben justement, Marie-Louise Ndiaye, il y a peut-être eu un relâchement ces derniers temps, mais on assiste quand même à un resserrement de la vis par les autorités sénégalaises, certainement en accord et en bonne intelligence avec les autorités espagnoles, des moyens supplémentaires. Il y a un patrouilleur de haute mer, le Wallo, qui actuellement intervient beaucoup et déroute, détourne, arrête le flux d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut anticiper que dans les prochains jours, les prochaines semaines, le flux justement va se réduire, sans compter le climat aussi qui va vraiment se rafraîchir? On évoque notamment des décès dus aux intempéries et au froid.
On espère en Barthélémy, on espère, et je pense que le ministre de l'Intérieur espagnol était au Sénégal. Il a incité son homologue à un peu plus surveiller les côtes sénégalaises. Et durant une réunion qui a été organisée par la Fédération africaine des îles Canaries et les autorités espagnoles de Las Palmas, avec le délégué qui est comme le préfet au Sénégal, à Dakar, on lui a posé cette question. J'ai posé cette question aux gardes-côtes espagnols et je leur ai dit, comment se fait-il que les gardes espagnols soient au Sénégal et que nos autorités policières et tout fassent la ronde sur les côtes et que les gens passent facilement par le Sénégal pour arriver en Espagne. Parce qu'il faut noter un fait, Barthélémy, d'autres nationalités passent par le Sénégal pour venir en Espagne. Et comme des solutions sont en train d'être trouvées, on espère qu'il y aura une solution, qu'il y aura une évolution par rapport à ce boom qui est en train d'exploser ici en Espagne et qui est en train de faire beaucoup de dégâts. Je pense que les autorités espagnoles sont conscientes du problème. Aux autorités sénégalaises de faire l'essentiel afin d'améliorer les choses. Parce que l'autre jour, il y a un des gardes qui m'a dit, peut-être que ce sont les pirogues qui viennent que l'on voit, mais il y a beaucoup de pirogues qui sont stoppées. Il y a beaucoup de pirogues qui sont stoppées. Il y a aussi beaucoup de pirogues qui meurent. Beaucoup de pirogues qui n'arrivent pas, du moins. Ouais. Hier, je ne sais pas si cet élément a été mis durant l'élément que j'ai passé. Il y a des pirogues qui, une fois qu'ils dépassent El Hierro, c'est fini pour eux. Ils meurent. L'embarcation se perd en mer et c'est compliqué. Et je pense qu'il faut beaucoup plus de sécurité sur les côtes sénégalaises et que les autorités des deux pays trouvent une solution afin de freiner ce phénomène qui est en train de dépasser les décideurs. Merci Marie-Louise Ndiaye, journaliste actuellement en Europe, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez passé quelques jours aux îles Canaries et plus particulièrement à Las Palmas, et si on vous entend bien, vous avez parlé à beaucoup d'acteurs, notamment les gardes-côtes, les autorités locales à Las Palmas. Merci en tout cas pour ce témoignage. Dernière question pour vous, Abdoulaye Ngom. Marie-Louise l'évoquait tout à l'heure, l'Espagne a commencé à rapatrier un certain nombre de migrants irréguliers. Est-ce que c'est une voie à suivre? Est-il possible seulement de rapatrier tout ce monde qui a réussi quand même à traverser la mer pour arriver en Espagne? D'après vous, quel est le bon mix qu'il faut faire pour juguler, pour endiguer cette vague, ce phénomène de l'immigration clandestine, que ce soit au Sénégal, que ce soit entre le Sénégal et les pays de destination? Oui, en fait, à mon humble avis, le rapatriement, c'est une chose, mais ça ne peut pas constituer une solution à l'immigration irrégulière. Donc, l'une des premières choses, à mon avis, qu'il faudrait que le gouvernement du Sénégal fasse, c'est d'abord d'essayer de démanteler tout ce réseau de passeurs, de capitaines de pirogues, de promoteurs de voyages qui organisent les voyages ici depuis les côtes sénégalaises. Et ça, c'est un travail minutieux quand même que le gouvernement du Sénégal peut faire en collaboration avec la police ou la gendarmerie. Ça, c'est une chose. Donc, l'autre chose, c'est qu'il faudrait quand même au niveau des politiques d'emploi en faveur des jeunes, que l'État essaie de mettre en œuvre une politique d'emploi pérenne qui puisse permettre à chaque jeune Sénégalais, qu'il soit femme ou homme, qu'il puisse avoir les moyens de pouvoir vivre dignement ici au Sénégal. N'est-ce pas? Merci en tout cas, merci à vous également, donc Abdoulaye Ngom, enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor, spécialiste des questions migratoires. À 12h47, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef Barthélémy Ngom, chef d'édition Awambaye avec l'assistance de Mam Astoukan, à la mise en onde Alioune Ba, Digital Maïssa Mbaye, Abdou Thiam à la production. À 13h, vous avez rendez-vous avec Fama John pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Publicité sur RFM.